Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de podcast pour les nouveaux produits de DJI, les Matrice 4. Donc, c'est David pour Drone Expert, bien évidemment. Je suis accompagné de Frédéric, mon coordonnateur à l'expertise. Oui, dans le fond, moi, je m'occupe toute de la portion plus mandat terrain, expertise, définition des besoins clients au niveau technique. Puis on travaille en soutien aux ventes et marketing. Là. Ouais, fait que Fred, dans le fond, depuis déjà, 4-5 jours, on a le drone. Ouais. Tu as commencé à ouvrir ça. On a commencé justement à tester certaines fonctionnalités. On est d'ailleurs allé faire un petit test justement hier sur le terrain avec la machine. Fait qu'on va prendre le temps aujourd'hui de vous jaser de ça. C'est des belles nouvelles. Écoutez, beaucoup de nouveautés du côté de DJI. On a 2 nouveaux drones, bien évidemment, puis en plus, on a un nouvel équipement qui s'appelle le DRTK 3 qui va marcher en combinaison avec ces solutions-là. Donc, ça va être une belle conversation là, sur les nouvelles possibilités. Là. Surtout que c'est 3 unités qui ont tellement de promesses. Ça nous arrive avec énormément de développement là, au niveau programmation, hardware, c'est un peu sur tous les fronts. Il y a de l'intelligence artificielle autour de ça. En plus. Il y a beaucoup à déneiger, on va dire. Oui, ben c'est ça. Puis c'est vraiment effectivement des solutions qu'il va falloir comprendre aussi du côté des gens qui nous regardent et qui sont en train de regarder justement à peut-être s'en aller vers la nouvelle technologie. Qu'est-ce que ça prend aussi? Parce que c'est un écosystème au complet que le DJI est en train de monter. C'est ça, ça fait quand même plusieurs années qu'ils arrivent avec des solutions qui font que le workflow change de plus en plus, ça se spécialise vers différentes niches, mais ça se démocratise aussi en même temps avec des technologies qui sont de plus en plus intégrées, des interfaces utilisateurs de plus en plus simples. C'est un peu ça qui marque aussi ce drone-là. On va dire des fonctionnalités qui étaient réservées à des fabricants de drones beaucoup plus nichés, beaucoup plus dispendieux, maintenant sont intégrés dans la série Matrice 4. Fait que c'est ça qu'on est allé tester entre autres hier là, avec les fonctions de 3D, parce qu'on peut faire vraiment des scans en toute connaissance de cause des obstacles environnants. Ça, c'est intéressant. Le drone va tout naviguer autour. Mais ce qui va être intéressant, c'est justement ces machines-là, au prix qu'ils vont être, on va en parler plus tard un petit peu, vont vraiment amener aussi la possibilité de réaliser des mandats qui précédemment étaient très complexes à réaliser. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu juste de l'appareil, puis après ça, on va aller un petit peu plus dans le détail justement des fonctionnalités des utilisations. Fait que comme je parlais tantôt, on a bien évidemment 2 modèles qui ont été released, un peu comme on a eu avec la série Mavic 3. Maintenant, ils ont changé la dénomination, ça s'appelle des matrices. Donc, ce qu'on voit du côté de DJI là, avec les années, c'est qu'on se remarque vraiment une différence entre les gammes consommateurs et les gammes entreprises. Et donc, effectivement, le nom Mavic était beaucoup associé à des drones consommateurs. Puis là, on voit vraiment que DJI veut faire un changement de marketing là, pour toutes les appeler les matrices. Donc, on ne remplace pas avec cet appareil-là, on ne remplace pas un Matrice 300, un Matrice 350. C'est vraiment deux gammes de produits différents. C'est comme si, avec la série Mavic, ils créaient un véhicule sur lequel on intègre des caméras qui vont répondre à des besoins soit consommateurs, soit entreprises, alors que là, la série Matrice, c'est vraiment des drones qui vont être manicurés, on va dire. Pour les besoins de l'industrie. C'est ça. Tu sais, mettons, Mavic 4E, 4T, oui, ils ont des différences entre les 2 modèles, mais ils sont tous réfléchis avec, par exemple, la POC RTK qui est intégrée au drone. Il y a plusieurs options comme ça où ça vient juste faciliter les gens qui font des relevés terrain. Ben c'est ça, puis même justement, si on revient un petit peu au Mavic 3, ben effectivement, on n'avait que la possibilité de mettre cette antenne RTK-là sur les modèles Enterprise, ça prenait un port d'accessoires. Comme Fred dit, c'est tout intégré. Fait qu'effectivement, c'est beaucoup plus réfléchi comme solution. Puis, comme je disais, on a bien évidemment le Matrice 4E qui va être le modèle plus pensé pour tout ce qui va être photogrammétrie, inspection. On va pouvoir également faire tout ce qui est géomatique.
Donc, bien évidemment, on a un capteur 4 tiers. Puis du côté du Matrice 4T, bien évidemment, ça va être un équipement qui va venir avec une caméra thermique, donc sa dénomination. Et puis, ça va nous permettre justement de faire tous les projets de recherche et sauvetage. On va pouvoir travailler également avec les inspections thermographiques, que ce soit dans le secteur de l'énergie, etc. Donc, vraiment, du côté de DJI encore, ce qu'on comprend, c'est qu'on a vraiment 2 drones qui sont complémentaires, si on peut dire, qui vont répondre à des besoins différents, dépendant du payload, mais comme Frédéric dit, qui ont été vraiment pensés là, pour être une solution en soi. Oui, c'est ça. Fait que, on commence par le Matrice 4E, qui est vraiment la solution on va dire géomatique, parce que ça va être un capteur de photogrammétrie. Un micro 4 tiers. C'est ça. Puis là, il va y avoir plus d'options pour des obliques, des smart obliques, des scans 3D. Tu pouvais me parler un petit peu plus peut-être de ces options-là. Donc, ça, c'est au niveau du software. Oui, dans le fond, la façon que le capteur va réagir selon la planification de vol que tu vas lui donner. Fait que tu vas avoir des fonctionnalités où ce que auparavant, on avait, on recule déjà il y a une couple d'années, mais mettons la méthodologie avec les Phantom 4, ben, tu fais ta double grille en mode ortho, puis tu fais simplement pour avoir le plus de points de vue possible du même point. Ben là, tu vas avoir des fonctionnalités depuis une couple d'années d'oblique. Fait que là, la caméra va être en angle, puis là, tu vas faire différentes passes avec cet angle-là. Là, ensuite, tu as le Smart Oblique qui, là, va faire bouger la caméra en avançant. Fait que là, tu vas pouvoir réduire le nombre de grilles que tu vas faire. Mais normalement, quand tu fais ça, je veux dire, il faut que tu réduises ta vitesse de vol. Bien, honnêtement, c'est là que le Matrice 4 shine, c'est sa rapidité d'exécution. C'est complètement sauté. On avait notre expert Sébastien sur le terrain hier, puis il est revenu, puis il était, je m'excuse du langage, mais flabbergasté. C'est du simple au double avec le Mavic. Là. Le capteur est réactif à 0.5 secondes, puis la vitesse à laquelle la caméra va se positionner, c'est hallucinant. Puis est-ce qu'on a checké les photos? Y a-tu du flou? C'est super net. C'est vraiment intéressant. Ben, c'est sûr que c'est un shutter... mécanique. Fait que c'est pas un rolling shutter. Fait que c'est sûr c'est plus fluide déjà à la base. C'est un capteur de photogrammétrie, c'est fait pour ça. C'est ça. Mais là, ce que j'ai vu, moi, dans les specs, c'est qu'on s'attend à avoir 2 frames par seconde, dans le fond. C'est 0.5 secondes par frame, par photo. Fait que, puis le drone peut voler plus vite. Fait que les deux ensemble, on va dire que ça te maximise un temps de terrain. Puis, mettons, quelqu'un qui va faire beaucoup des champs, des endroits plats, puis tout ça, ben, tu as un nouveau mode d'oblique où ce que la caméra va osciller de gauche à droite pour que tu puisses enlever des lignes de vol. OK. Fait que là, tu peux faire, mettons, je pense que c'est autour de 50% ou 30%, je ne sais plus trop combien de pourcentage, mais de moins de lignes de vol, ce qui fait que si tu fais beaucoup de champs, des grandes surfaces, ben ça passe de, mettons, une journée à une demi-journée. Tabarouette, OK, quand même. C'est intéressant. Fait que là, c'est ça, parce qu'on se doute qu'effectivement, qu'avec le nouveau shutter, je veux dire, avec la vitesse de vol, le temps de vol aussi, je pense qu'on est rendu à 49 minutes annoncé, on sait bien. Annoncé, là, avec les hélices standards. C'est ça. Bien sûr que on aura-tu vraiment ces 49 minutes-là? Pas vraiment. Là, on est rendu habitué ici chez Drone Expert là, avec le vent, puis avec le temps, puis la température. Dans mais un quand monde même, de licorne, ça fonctionne. C'est ça. Puis l'autre chose, justement, c'est que là, avec cette nouvelle fonctionnalité-là, on va encore pouvoir décupler les performances. Là. Fait que nos amis qui font de la photogrammétrie, justement, comme on disait, peut-être en carrière sablière, ça pourrait être quelque chose qu'on applique? C'est sûr que, tu sais, on va dire, le workflow était déjà quand même bien établi pour les carrières sablières. Fait alors, tu vas sauver un peu de temps, sauf que ça va vraiment chaîner aux endroits où il va y avoir des structures en élévation, où tu vas avoir des grandes surfaces. Je veux dire, carrière sablière, déjà à la base avec le Mavic 3, c'était assez rapide, là, comparé au Phantom 4 puis tout ça. Là, il va y avoir encore un gain, mais d'après moi, c'est vraiment plus au niveau traitement puis acquisition de données là, que ça va être plus intéressant d'avoir ces fonctionnalités-là. Oui, c'est ça. Puis là, on a en plus le RTK intégré. Donc, bien évidemment, on va avoir la DRTK 3, on va vous en parler tantôt. Mais c'est vraiment une solution. On va avoir un gain overall d'environ 40 à 50% d'efficacité sur le terrain. Là. Je veux dire, avec le temps de décollage aussi qui a été ralenti
Ça prend moins de temps que le drone se démarre, puis soit prêt à les décoller. changements de batterie sont plus rapides, puis c'est ça. C'est sûr, là, il y a beaucoup de fonctionnalités. On va dire le capteur en tant que tel est une belle amélioration là, avec le zoom 3X pour l'inspection, pour avoir une bonne définition, on va dire partout entre 1X et 7X. C'est ça, parce que là, on skippait directement à la caméra 7X, sinon on était en numérique. C'est ça, entre les deux zooms, il y avait une petite perte de qualité, puis là, on est vraiment allé pallier ça. Puis passer 7X, là, tu peux te rendre jusqu'à 112X en numérique. C'est quand même impressionnant pour la grosseur de la caméra. Là, si on le regarde ici, là, je veux dire, la caméra zoom est ici. Là. Elle n'est pas très grosse. Donc c'est sûr que c'est quand même impressionnant. Oui, puis déjà, juste, tant qu'à parler de grosseur, là, je sais pas, c'est peut-être dur à voir les proportions sur la caméra, mais le Mavic 3 partage le même design, mais était considérablement plus petit au niveau de la payload. Là, je veux dire, c'est comme un... c'est quasiment protrude, là, une fois et demi plus gros que le capteur qu'on avait. Je veux dire, on avait deux capteurs techniquement d'intégrer sur le Mavic 3. On avait justement le 7X en zoom, puis on avait le wide. Ça ici, c'est le Matrice 4T qu'on a entre les mains. Bien évidemment, il y a un capteur de plus. Là, on va avoir le thermique, mais overall, donc on aurait la caméra de micro Cartier ici, puis on aurait les deux zooms. Puis on a aussi même un rangefinder qui a été ajouté. Qui sont intégrés sur les deux d'ailleurs. C'est ça. Puis ça, c'était quelque chose qui était réservé seulement au H20, H30, puis au Matrice 30. Fait que là, enfin, on a un rangefinder dans ces solutions-là. Puis... c'est intéressant parce que la série Mavic avait quand même commencé à développer des outils, on va dire, algorithmiques de détection des distances pour intégrer les modes géométriques puis tout ça dans les modes de relevé. Mais là, ils sont vraiment allés chercher ce qu'ils voulaient faire avec cette série-là en ajoutant le rangefinder. Puis, là, en ce moment, il sert à quoi, là, mettons? J'ai lu par rapport au focus, mais il y a aussi d'autres fonctionnalités. Je pense que dans le fond, tout ce qui est l'ajout de fonctionnalités AI là, va te permettre de, entre autres, je ne sais pas trop si ça lien avec le AI, là, mais le rangefinder va pouvoir te permettre d'aller pinpointer des endroits précis, mesurer des distances entre deux points. Ça, c'est capoté. Là. On va penser directement dans la manette pendant que tu voles. C'est ça, tu vas tout voir ça directement dans la manette à travers la vue caméra. Fait que là, mettons, là, ce que je comprends bien, quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui fait il fait des soumissions pour refaire, je sais pas moi, une entrée, par exemple, ou une toiture. Il pourrait arriver, faire décoller le drone, puis là, avec le rangefinder, il s'en va au centre, puis il clique dans les 4 coins de l'endroit que ça lui donne, puis ça lui donne une superficie d'une bonne précision, à peu près de quelques centimètres, j'imagine. Tu sais, les specs, là, la tolérance, je la connais pas précisément, mais c'est sûr que tu as une petite perte de précision plus c'est loin. Mais ça se calcule, ça. Mais tu sais, si on est c'est quoi ta tolérance, puis... mais si le but, c'est de faire des soumissions, je veux dire, au moins, ça nous donne une belle estimation. Là, on n'a pas besoin d'avoir un logiciel custom-made ou d'essayer d'interpréter des photos, même de faire de la photogrammétrie des mini. Là, on te sort ça en quelques instants, j'imagine, tu as pointé tes 4 coins. Oui, c'est ça. C'est vraiment une fonctionnalité qui fonctionne bien. Tu sais, on va se le dire, c'est peut-être plus pour de la toiture que de l'entrée. Tout dépendant, parce que ce que j'ai compris, c'est que tu peux quand même faire un peu le polygone que tu veux faire. Oui, c'est ça. Si tu veux mesurer peut-être plus à des longues distances, mettons, dans les vidéos qu'ils montraient, c'était le mesurer une baie au complet. Ah ouais? Tu veux mesurer sur plusieurs kilomètres les distances, des choses qui peuvent juste pas se faire autrement, à moins de sortir vraiment des outils complexes de GPS et d'arpentage. C'est ça, fait qu'il va utiliser, c'est sûr que si c'était en RTK dans ce cas-ci, mettons que tu veux mesurer de quoi de vraiment long. C'est sûr que je n'irais pas pour des affaires précises. Mais c'est ça, mais ça pourrait te donner une information un petit peu plus précise, parce que ça va utiliser le GPS du drone, veut pas. C'est ça. Mais sinon, c'est ça, toutes on va dire les fonctionnalités d'intelligence artificielle, c'est intéressant parce que là, tu vas avoir on dirait que cette série-là ouvre la porte à la sécurité civile avec les décomptes de foule, les décomptes de. Ça va être plus dans le thermique, mais. C'est ça. Mais en tout cas, toute cette série-là embarque des fonctionnalités qu'on voyait peut-être plus ou qu'on pensait qu'elle allait peut-être plus sortir sur les séries M30. Finalement, là, ils intègrent sur des plus petits drones encore. Fait que ça devient un méchant beau package à avoir. Là. On va dire que c'est all-around. C'est un drone qui est très all-arounder, qui s'en va dans toutes les directions, mais qui accote bien des solutions
on va dire, niché. Oui, absolument. Ben, tu sais, justement, on connaît très bien Skydio qui est arrivé sur le marché avec une solution, tu sais, où est-ce qu'il utilisait les capteurs de proximité d'obstacles pour être capable de manœuvrer le drone, ajouté avec les AI. Ça permettait, on avait vu des vidéos, là, il y a une couple d'années quand c'était sorti, où est-ce que le drone rentrait dans une turbine d'avion pour le modéliser. Là, on aurait quelque chose de pas mal similaire. Au final, je veux dire, dans la programmation du drone, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu vas avoir une plus grande flexibilité au niveau de le positionnement du drone. Il va essayer de façon plus rapide entre le positionnement par GPS et le positionnement par capteur. OK. Fait que si tu perds la connexion avec les GPS, ben en gros, au lieu de te popper des messages d'erreur puis de bugger... puis là, ça soit compliqué. Il va switcher plus rapidement vers une navigation avec les capteurs. Fait que pour inspection de pont, pour des endroits peut-être confinés, après ça reste à tester pour de vrai. C'est ça. Je serais vraiment, vraiment curieux de faire... C'est sûr qu'on vient d'avoir les drones, on n'a pas eu encore le temps. On a envie de tester en mode intérieur dans un environnement sécuritaire. Là, mais, clairement, ça fait partie des tests que je veux faire. Si ça peut démocratiser un petit peu plus les inspections confinées. Oui, intérieur et déjà. Puis tu sais, même je pense que j'ai vu aussi qu'ils vendent déjà des protège-hélices. Fait que je pense qu'ils veulent s'en aller vers là, des GI. Là. À ça, je rajouterais, tant qu'il y a des accessoires, le Spotlight c'est ça. Qui est rendu directionnel. Fait que tu vas suivre... en fait, anciennement, le Spotlight était dirigé directement devant. Fait que si tu fais un relevé par en bas, ben tu vois rien. Si tu montes la caméra par en haut, tu vois rien. Fait que là, tu as cette possibilité-là de suivre la caméra. Puis si tu le mets sur le M4T, ben là, tu as des fonctionnalités de ce que la caméra thermale et le spotlight infrarouge te permettent de voir beaucoup mieux la nuit. C'est ça, là, parce que là, c'est toutes des choses qu'on n'a pas encore abordées, mais du côté du Matrice 4T, c'est quand même fou là, ce qui se passe là, avec le Night Vision. On avait déjà vu ça du côté de la H20N qui était sortie il y a 2 ans. Je pense que c'était un produit qui s'était un petit peu moins bien vendu. Je pense que c'était très niché. Puis, ça n'avait pas nécessairement... mais là, de mettre ce package-là dans ce petit drone-là, facilement déployable, je pense que pour les services d'incendie, justement, les services de police, tous les gens qui travaillent justement aussi à la faune, on n'y pense pas, mais il y a des projets là aussi de dénombrement d'espèces. Puis, bon, tu sais, il y a plein d'applications. Je vais en profiter justement pour faire le lien avec les paramètres, pas les paramètres, les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Tu parles de faune, mais il y a moyen d'embarquer avec ils appellent ça le DJI. C'est vrai, le AI Developer Kit. Ça te permet de, premièrement, bon, tu peux connecter des capteurs comme tu veux avec les PDSK et tout ça, mais tu peux embarquer des technologies AI puis finalement faire apprendre un modèle, dans le fond, utiliser ton propre modèle d'intelligence artificielle pour, mettons, dénombrer des lions. Ouais, c'est ça. Il faut t'entraîner ton modèle, mais après ça, je veux dire, il va être entraîné. Fait que, on sait qu'ici au Québec, il y a tout l'enjeu de suivre la population des orignaux, des caribous, ou même des autres espèces qu'on essaie de protéger dans nos parcs. Même, tu sais, je sais qu'il y avait des projets de tortues là, qui étaient spotés par drone dans les dernières années. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on pourrait justement... Qu'on pourrait implémenter. C'est rien qui est, on va dire, user-friendly. C'est sûr qu'il faut que tu t'embarques dans de la programmation, dans quelque chose que tu connais. Il faut idéalement... c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va se faire un... Non, mais il y a des beaux projets qui peuvent être lancés. C'est ouvert, la porte est ouverte. C'est ça. C'est ce qu'on apprécie aussi du côté de DJI avec toutes les solutions, comme tu disais, PSDK, etc. On va avoir le Software Development Kit, on peut générer nos propres logiciels par en arrière. Puis c'est ça, on va se le dire aussi, le fait que la POC RTK soit montée de base, ça te libère ce port-là qui peut te monter, avec lequel tu peux monter ces modules-là. Si on revient un petit peu ces accessoires parce qu'on est passé assez vite, du côté du package, mettons Mavic 3E, Matrice, c'est sûr que je me trompe parce que on est habitué de les appeler des Mavic. Matrice 4, là. Ce qui est intéressant, c'est que là, DJI nous sort déjà 2 accessoires. Fait qu'il nous sort, comme tu disais, le Spotlight. C'est sûr que du côté du Mavic 3, Matrice 4,
Enterprise, on ne penserait pas nécessairement utiliser un spotlight, mais ce que j'ai vu, c'est une des applications, c'est d'utiliser la lumière pour venir illuminer, par exemple, lorsqu'on fait un bâtiment, un emplacement où est-ce que c'est plus sombre. Tu sais, parce que ce qu'on veut quand on fait à la lumière naturelle. Quand on fait de la modélisation 3D de bâtiment, ce qu'on veut, c'est une luminosité qui est le plus égale possible. Puis ça, c'est un challenge justement pour les gens qui étaient sur le terrain. C'est que là, il faut que tu attendes quasiment une journée grisonnante où est-ce que la lumière est le plus flat possible. Mais il y a quand même des endroits où est-ce que c'est dans une corniche ou c'est dans un coin. Fait que là, avec ça, tu pourrais techniquement ajuster aussi la quantité de lumière. Puis comme tu disais, vu que c'est ajusté avec le gimbal. Ça s'ajuste en un angle seulement. Après, tantôt, je parlais de fonctionnalité où que la caméra se déplace de gauche à droite. C'est sûr que ça limite, mais c'est certain. Tu te donnes plus de chance, certainement. C'est certain, mais quand même, c'est vraiment déjà des avancées, justement, qu'on penserait pas, puis des accessoires qui ont déjà été réfléchis. Puis comme tu disais, du côté du thermal puis de la sécurité publique, c'est sûr que le spotlight va être très intéressant. Puis là, on a en plus le speaker qui peut être monté par-dessus le spotlight. Avant, c'était, si on allait vers, mettons, les Mavic 2 Enterprise Advance, je me souviens, c'était un ou l'autre. Puis après ça, là, il y avait, mettons, les solutions de CZI qui avaient été développées, qui est une compagnie qui fait des accessoires third-party pour les Matrice 30. Eux autres, ils avaient développé un kit combiné, mais là, c'est vraiment développé par DJI. Tu le plugs, ça marche. Tu as une petite braquette là, pour monter les deux ensemble. C'est ça. Puis là, le speaker, ce que j'ai compris, c'est qu'il est plus fort. Il est plus fort, puis tu peux t'en servir comme magnétophone versus avant. Il fallait que tu enregistres un message, puis que tu l'envoies. Fait que là, tu peux parler en live directement. Ça, c'est un gros gain là, aussi là, pour les gens. T'as pas de retour audio, là, fait que tu peux pas avoir une conversation. Mais... C'est certain, mais ça serait dur aussi avec le son des hélices d'entendre quoi que ce soit. Il faudrait que tu pendes un micro une couple de mètres en dessous. Mais tu sais, pour des gens qui sont perdus, par exemple, en forêt, ou même, tu sais, on l'a vu là, lorsqu'il y a des inondations, d'avoir un drone, d'être capable de rapidement identifier les gens avec les fonctionnalités AI de la caméra, même de soir, parce que là, avec les Night Vision, on est capable de voir justement les gens. Avec les fonctionnalités AI, techniquement, le logiciel serait capable de reconnaître des gens. T'sais, si les gens ils ont besoin, on a besoin de leur dire « OK, on t'a vu, on s'en vient avec de l'aide. Tu es capable de leur parler en live. Donc, c'est sûr que ça va rendre ces opérations-là. Ça ouvre plus de flexibilité. Là. Comme on disait, c'est un très, très, très bon all-arounder. Il ouvre la porte à plein d'affaires en même temps. Est-ce qu'ils vont, raffiner l'offre plus précisément dans des prochaines séries? Peut-être, je sais pas. Je pense qu'il y a une partie où on est sur un point de pivot avec DJI. Je pense qu'ils ouvrent la porte à toute plein d'affaires puis ils vont voir où est-ce qu'on s'en va. C'est toujours comme ça qu'ils travaillent. DJI, je veux dire, c'est depuis le temps qu'on les connaît puis depuis le temps qu'on est revendeur puis qu'on travaille avec eux. Je veux dire, c'est quelque chose qu'ils ont fait depuis le début. Puis, c'est ça, c'est qu'ils ratissent large, puis après ça, ils voient ce qui fonctionne puis ils focus là-dedans. Moi, déjà, qui ai réussi à monter un aussi gros capteur dessus, ça vient un peu appuyer une théorie que j'ai depuis une couple de temps. C'est qu'ils veulent aller à côté pour, mettons, aller chercher le maximum d'un petit drone, puis miniaturiser les payloads le plus possible. Fait que moi, ça me surprendrait pas que d'ici 2-3 ans, on voit un lidar monté sur un drone de ce genre. Tu sais, c'est très possible. C'est sûr que du côté des lidars, c'est embêtant parce que mettons, tu sais, on l'a vu là, du côté du Matrice 350, le L2 quand il est sorti, c'était complètement le lidar le moins cher sur le marché. C'est sûr que, tu sais, il y a quand même... il y a quand même aussi des besoins pour des leaders plus performants, mais je sais que DJI, ça n'en ira pas là. C'est sûr que c'est là où ce qui va être intéressant, c'est que là, on voit déjà les Livox qui se miniaturisent. J'ai vu même des leaks passer là, du côté des Agras. Ils vont mettre des lidars là, potentiellement, là, en tout cas dans certains des vidéos. Il y avait des lidars Livox en avant du drone pour voir le terrain. Puis ça permettait de faire la navigation avec les capteurs. Fait que si on voit ça, après ça, effectivement, je veux dire, le Livox, c'est gros de même. Là,
C'est ça, pour des relevés qui sont moins des géomatiques où on a besoin d'une plus grande précision, mais plutôt on veut, tu sais, l'exemple qu'il avait mis DJI, où il cherchait des pyramides. Ouais. Ben, tu sais, ça pourrait être exactement ça. Tu sais, ça fait une plus grande portée, une plus grande autonomie. Tu peux plus te déplacer facilement qu'avec le gros BS65 puis tout ça. C'est sûr que, tu sais, on le sait, le Matrice 350, je veux dire, c'est une machine de guerre. Mais, tu sais, ça fait du stock à traîner. Oh, oui, on a une coupe de caisse. Là. Ben, mais tu sais, chaque capteur pour son utilité. C'est pour ça que je te dis, moi, je vois ce drone-là comme un très, très, très bon all-rounder. Ouais. Ça me surprendrait pas dans cette optique-là qui arrive avec un lidar, on va dire, un peu moins performant, mais qui te permet de faire plein d'affaires. Ben, c'est ça. Le but aussi de DJI, comme tu dis, c'est toujours de continuer d'essayer des choses puis de développer. Fait que moi non plus, je serais pas surpris. C'est sûr que là, pour l'instant, ça reste que le capteur est tout intégré. Fait qu'il n'y a pas de possibilité de ce qu'on voit d'interchanger le capteur, mais quand même. Puis on n'a même pas parlé, mais je veux dire, il y a tellement de nouveautés dans ce drone-là. Je le vois sur le dessus, il y a quelque chose qui m'attire mon œil depuis tantôt. On a une petite porte ici. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. On peut intégrer un dongle LTE maintenant. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est, on va dire, on a une petite chance qu'on a par rapport à nos voisins du Sud, c'est qu'on peut utiliser justement les modules 4G qui nous permettent d'aller en BVLOS. C'est sûr, au niveau de la régulation, on n'est pas encore là, mais... Oui, BVLOS, pour ceux qui ne savent pas, c'est en dehors de la portée visuelle. Là, donc, effectivement, là, vraiment aller plus loin. Là. Transport Canada n'est pas encore rendu là pour autoriser de facto ce genre d'opération-là. C'est des choses qui demandent encore des autorisations spéciales avec Transport Canada, mais c'est définitivement dans la tête des fabricants de déjà rendre leur solution. De tous les drones. Puis là, DJI, ça fait déjà quand même quelques années qu'ils ont implémenté ça dans plein de solutions. Là. Il y avait la RC+. Oui, il y avait le dongle dans la RC+. Puis tu sais, même, je veux dire, là, ça l'ouvre la porte, cette discussion-là de LTE, mais tu sais, je veux dire, on n'a même pas parlé de la nouvelle manette. Tu sais, pour la première fois sur un Mavic, on va avoir la RC+. Matrice, oui. Ouais, là, c'est rendu un Matrice, effectivement, tu as bien raison. Mais oui, la RC+, 2 qui était nécessaire pour pouvoir faire fonctionner les nouvelles fonctionnalités AI, et le nouveau Smart 3D, qui était une fonction qu'on avait plus du côté de FlightHub 2, ce qu'il fallait faire la programmation avec les modèles numériques des bâtiments qu'on a déjà scannés. Mais là, c'était déjà quelque chose qu'on pouvait faire, mais c'était complexe. Le workflow terrain n'était pas là. Tandis que là, on a la possibilité, avec le Matrice 4E, de faire un premier scan. Puis avec les photos de basse résolution, faire une photogrammétrie directement dans la manette. Ça, c'est ce que vous avez essayé hier. Oui, c'est ça. Fait que là, dans la manette, tu vas sortir un nuage de points qui va te servir ensuite à aller pointer les endroits qui délimitent un polygone. Ouais. Puis là, à l'intérieur de ce polygone-là, il va prendre tous les points qui composent la structure que tu veux inspecter, puis aller se faire un chemin qui va respecter une distance par rapport à ces points-là. Fait qu'il va faire une spirale autour de ton bâtiment. Fait que là, tu as vraiment un nuage de points dans ta manette. Tu te promènes en 3D. Là. C'est pas comme dans ta planification normale où tu as la vue par en bas de la carte puis il faut que tu essaies de détourer un bâtiment. Non, là, tu es en vue 3D. Après, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est une photogrammétrie extrêmement basse résolution. Fait que c'est un nuage de points très, très peu dense. C'est normal pour que ça soit traitable dans la manette. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, dans le fond, après, ce que je veux tester, c'est est-ce qu'il y a moyen de densifier ce nuage de points-là en faisant un vol plus bas, ce genre d'affaires-là. Mais l'idée de ça, c'est que ça permet au drone d'être en pleine connaissance des obstacles autour. Fait qu'imagine, tu fais un bâtiment, tu modélises un bâtiment en pleine ville. Bien là, tu le sais que les bâtiments aux alentours ne seront pas un problème parce que tu les as déjà modélisés. Le drone est au courant que ces bâtiments sont là. Dans son plan de vol. C'est ça. Puis, où ce que, tu sais, des fois, ça peut être plus compliqué avec les capteurs parce que là, il y a des fenêtres, puis là, tu ne sais pas trop si le capteur va te prévenir les collisions. Ben, tu sais, c'est tout plein de petites améliorations comme ça qui font que ça devient beaucoup, beaucoup plus simple de faire une panoplie de jobs différents. Ouais, puis tu sais, la RC+2, je veux dire aussi, en termes juste de user-friendly sur le terrain, c'est un peu plus lourd, oui, mais
on voit beaucoup mieux. Ben oui, mais le plus d'horsepower, oui, fait que tu sais, quand on se promène dans les menus, c'est plus réactif. Moi, je l'ai testé dehors au plein soleil, je veux dire, on voit super bien sur l'écran. Fait que ça aussi, pour les gens qui n'ont pas eu encore l'opportunité de travailler avec, mettons, le Matrice 350 qui vient avec la RC+, ou le Matrice 30, tu sais, vraiment, moi, je trouve que c'est quelque chose qui vient ajouter aussi à la facilité de planifier une mission. L'écran est plus gros. Donc, quand on planifie nos missions, on est moins sur un petit écran, plus facile à jouer. Tu as beaucoup de raccourcis aussi. C'est ça, il y a des boutons qui ont été rajoutés. Dès que tu montes soit des payloads différentes ou n'importe quoi, tu as beaucoup de possibilités de te customiser la manette pour le relevé spécifique que tu fais. Ben, tu sais, avant, il y en avait toujours ces boutons-là, mais c'était comme un bouton rond 5D qui appelait. Puis là, tu avais comme, tu pèses dessus ou tu le lèves. Puis là, tu combinais avec des... Là, tu as vraiment comme des boutons directement à côté de ton écran, facilement. C'est ça. Mais ça, c'est rien de nouveau. Là. La RC+, on va dire version 1, l'avait déjà. La 2, c'est la même affaire. La seule différence, on va se le dire, c'est qu'ils ont éclairer les boutons de raccourci. Ouais, fait que la nuit, ça peut être pratique, tu vois un peu plus qu'est-ce que tu fais. Ouais. Mais sinon, physiquement, ils ont changé les ports. Regarde, on l'a juste ici. Là. Fait que c'est ça, la RC2, c'est la RC Plus 2, dans le fond, ils ont changé quelques petites affaires, mais pas tant que ça au niveau hardware. Il va y avoir les boutons, pas les boutons, mais les connecteurs ici qui ont changé de place. Ils vont conserver le HDMI ici, le USB-A ici, mais la carte SD et l'USB-C sont en bas ici. Ouais, c'est ça. Fait qu'en termes d'ergonomie, ils n'ont pas changé grand-chose. Peut-être juste de dire qu'ils ont... Parce que ce qui pouvait être là-dedans, c'est que là, toutes tes affaires sont branchées en haut. On l'a essayé, nous autres, en diffusion, puis c'était comme un peu moche. Tu sais ça fonctionne bien. Là. Je veux dire, le format de la manette fait en sorte que c'est pas gênant. Non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a quand même de quoi de... on va dire pour le USB-C, de dire je peux le brancher pour avoir mon power, puis ça prend pas par en haut. Tu sais, c'est des petites affaires de UI, si on peut dire, UX. Puis tu sais, comme on disait, ben, il y a un nouveau processeur à l'interne, fait que la manette va pas mal mieux. Fait qu'en tout cas, tu sais, des belles nouveautés de ce côté-là. Puis tu sais, on parlait justement tantôt de toutes les nouvelles fonctionnalités que cette manette-là, combinée avec ce drone-là, amène. Mais tu sais, il y a aussi, comme je disais, c'est une solution intégrante, là, le Matrice 4. On n'est pas encore arrivé justement au DRTK, mais je veux qu'on prenne le temps de parler rapidement de Flight Hub, puis un peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces modèles-là, parce que là, il y a les modèles 3D, on le traite dans manette, ça nous fait notre génération, mais là, tu me parlais de plein de nouvelles fonctionnalités aussi dans Flight Hub. Flight Hub, ça reste, il implémente ça tranquillement pas vite, là, c'est basé sur le cloud, fait que c'est sûr qu'il y a des nouvelles fonctionnalités un peu tout le temps. Ça fait quand même plusieurs mois qu'ils travaillent sur les fonctions de géométrie de relevé 3D. Là. Ce que je disais, on va pouvoir importer les photos puis les traiter directement dans Flight Hub 2 pour pouvoir générer des modèles numériques. À partir des modèles numériques, on peut programmer le relevé 3D autour d'un bâtiment pour aller raffiner finalement, aller chercher un meilleur scan 3D. Ça, c'est on va dire les fonctions plus 3D qui ont vraiment voulu importer dans le drone directement. Mais sinon, Flight Hub 2, ça fait déjà un bout aussi que c'est la plateforme pour utiliser les docks. Ouais, c'est ça. Puis finalement, c'est là qu'on voit que les fonctions qui permettent d'utiliser le dock à distance, mais on les a aussi pour le drone. On peut connecter le drone, l'utiliser, le piloter à distance, puis... Fait que là, mettons, là, hypothétiquement, t'es un centre... mettons, t'es soit la police ou t'es des pompiers ou une équipe de sauvetage d'urgence. Tu pourrais avoir une équipe de drones qui est sur le terrain. Puis tu pourrais avoir ton centre de commandement quelque part d'autre. Des gars qui sont connectés sur Internet, bien sûr, dans le centre de commandement. Le drone qui est sur le 4G avec le dongle 4G. Puis les gars dans le centre de commandement pourraient se connecter puis voir en live le feed du drone. Oui, voir live le feed du drone, puis tu peux même prendre les commandes. Ça, là, c'est game changer. C'est ça. On s'entend que ça ouvre la porte à plein d'affaires. Encore là, au niveau de la réglementation, il faut absolument qu'il y ait un pilote sur le terrain si quelqu'un prend le contrôle. Tu peux pas, parce que c'est ça, c'est toujours au niveau de la législation. Là, je veux dire, le drone a ces capacités-là, parce qu'on voit que l'industrie s'en va vers là.
Maintenant, c'est juste de... Ben, tu sais, chaque contexte est différent, puis on va dire, il n'y a rien qui est jamais impossible. C'est tout le temps une question de faire les bonnes demandes aux bons endroits. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, le drone est rendu là. Flight Hub 2, c'est cette solution-là pour le BVLOS. Dans le fond, la partie où on contrôle le drone à distance, c'est aussi, on a une espèce d'équivalent, mais en virtuel, qui s'appelle le Virtual Cockpit. Là, Ouais. parce que tu peux planifier des missions. Une fois que tu as fait ton 3D, tu t'en vas dans la vue cockpit comme si tu faisais voler le drone. Puis tu lui dis, garde, suis-moi, puis enregistre le chemin que je fais. Puis en réalité, c'est exactement ça que je veux faire. Fait que tu vas aller te positionner, tu vas regarder sur ton modèle numérique, tu vas dire, je vais zoomer. Fait que là, lui, il enregistre les commandes que tu fais. Zoomer, puis là, prends-moi une photo à cet endroit-là. Fait que là, il va se souvenir de la position exacte du drone, l'orientation de la caméra, le niveau de zoom, puis il va prendre une photo à cet endroit-là. Fait qu'on parle d'inspection de pylônes, on parle d'éoliennes, on parle de toutes sortes d'affaires, des relevés qui vont être des inspections qui vont être plus répétitives, qui vont être à refaire plusieurs fois, parce que tu peux prendre le temps de faire un premier modèle, de l'importer, de le travailler, de faire tes plans de vol en fonction de ça, puis d'arriver sur le terrain, puis de juste avoir à faire play. Puis là, tu as une mission custom qui n'est pas juste un ortho, qui n'est pas juste un oblique, c'est vraiment comme je vais faire ce chemin-là dans telle direction, puis tout ça. Puis c'est quelque chose que tu pouvais faire avant, mais il fallait que tu le fasses en live avec la manette. Mais là, tu peux le faire. Ça, parce que c'était tough, là, les waypoints en. Ben, c'était pas super intuitif, on s'entend. Mais tu sais, quelqu'un qui est habitué va se développer sa technique. C'est sûr, mais tu sais, à un moment donné, c'est quand tu essaies de développer des nouveaux services ou tu veux intégrer cette technologie-là, puis elle est là pour t'aider, puis que tu passes des heures à essayer de configurer, à essayer de comprendre comment les missions Waypoint étaient configurées avec des attitudes, des angles, puis là, il faut aller les tester. C'était plus compliqué. Là, tu as carrément une vision de qu'est-ce que ça va avoir l'air parce que tu es comme en vue de cockpit quand tu planifies des affaires dans Flight Hub. Au final, c'est comme on a réalisé que le workflow sur le terrain n'est pas optimal. Pour toutes sortes de raisons. Soit l'accès au chantier est limité, il fait froid, il vente, l'autonomie du drone ne te permet pas de prendre le temps de faire la mission que tu voudrais faire. Fait que, tu sais, ça se fait mieux au bureau. Ouais. Juste ça. Non, c'est ça. Mais, puis tu sais, on parle de Flight Hub, c'est sûr que c'est une plateforme qui, oui, va avoir beaucoup de ces fonctions-là qui vont être incluses de base avec comme l'abonnement gratuit, ouais, ben dans le fond, on peut dire. N'importe qui peut se créer un compte et aller faire programmer quelques missions. Tu as le droit à 5 missions gratuites et une petite quantité d'entreposage. Fait que tu sais, pour tester le logiciel, ben, tu sais, je le recommande à n'importe qui d'aller l'essayer. Si tu as un Mavic 3E, tu peux te faire des missions 3D similaires à ce que tu pourrais faire avec un Mavic 4E. C'est juste que tu peux pas les programmer sur le terrain, il faut que tu les programmes à l'avance. Tu as un peu plus de manipulation, mais ça se fait super bien. C'est ça, tu sais, souvent, Flight Hub, on avait le fait que c'était un cloud, il y avait des abonnements. C'était pas une solution qui était encore vraiment complète. On l'utilisait moins, on la recommandait moins aux gens qui nous appelaient, mais tu sais, c'est en train de changer. C'est resté bêta très très longtemps. C'est ça. Parce que tu cliquais sur quelque chose, puis ça buguait, puis il y avait des... Tu avais l'impression un peu que tu étais sur un vieux téléphone Android de 2015. C'est ça. Ben moi, c'était l'expérience que j'avais eue lorsque je l'avais testé à la sortie du Matrice 30. Effectivement, on était capable de voir en live le feed du drone, mais c'était staccadé un petit peu, puis les options n'étaient pas là. Mais là, tu sais, vraiment, on s'en va vers là. Puis tu sais, oui, il y a des fonctionnalités de traitement dans le cloud, etc., mais tu n'es pas obligé d'utiliser ces fonctionnalités-là pour ben, au final, la fonction, tu peux importer tes modèles numériques traités d'ailleurs. C'est ça. Fait que non, ça c'est vraiment intéressant. Puis là, ben, si on parle aussi de tous ces logiciels-là, ben, ça nous amène un petit peu à DJI Terra avec le Matrice 4. Y a-t-il eu des changements, des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées? Moi, je suis moins pro, on va dire, du côté de Terra, plus qui est traitement. Là, mais au final, c'est sûr qu'ils ont tout updater tout ce qui est la photogrammétrie dans le fond. La photogrammétrie avec les smart obliques puis les scans 3D puis tout ça. Là. Fait que c'est sûr qu'ils sont tout le temps en train d'améliorer la programmation derrière Terra. C'est sûr que ça nous prend le Terra Pro là, pour avoir toutes les fonctionnalités. Tu sais, Terra de base, quand on avait un lidar, là, on était capable de générer nos LAS, tout ça, mais je sais que... La photogrammétrie, c'était limité. Ouais, c'est normal. Ben, c'est un logiciel quand même
de traitement. Oui, puis ils ont travaillé leurs propres algorithmes aussi pour arriver à une solution qui traite vraiment rapidement comparé à d'autres solutions. Oui, c'est quand même vraiment intéressant. Après, c'est ça, c'est que des fois, les autres solutions vont te permettre d'avoir un module qui est plus spécifique pour classifier ton nuage de points. Ces genres de choses-là. En foresterie, n'importe quoi. Là. Ben c'est ça, c'est un peu effectivement les discussions qu'on a avec les gens, mais on faut pas oublier quand même que peut-être pour du côté de la photogrammétrie principalement, là, on va avoir une solution très intéressante, au moins pour générer des cartes. Quand on parle de calcul de volume, ce genre d'affaires-là, ça te prend quand même un Pix 4D, il y a beaucoup d'avantages pour aller vers ces solutions-là, mais pour traiter je pense les scans 3D de bâtiments, je pense honnêtement, ça pourrait être je pense que c'est la bonne solution, au moins à utiliser avec les fonctions, si tu as un Matrix 4, c'est ça que tu dois utiliser pour traiter tes gros 3D. Ouais, moi c'est ça que j'avais lu. Bien sûr, je pense que Pix 4D va toujours être capable de le faire, mais vraiment, il ne faut pas oublier encore là, l'avantage qu'on a avec cette solution-là, c'est l'écosystème. Puis oui, ça peut avoir l'air un peu Apple-esque, si on peut dire comme ça, ou est-ce que DJI essaye de te vendre tout, là. Mais il y a une raison pour ça. C'est vraiment l'intercompatibilité de toute cette solution-là qui fait qu'en bout de ligne, au niveau de l'expérience utilisateur, si tu n'es pas un pilote de drone à temps plein, puis que ta job, c'est d'être ingénieur, mais que tu as besoin d'un drone pour aller chercher de la donnée pour livrer un projet X, puis qu'après ça te permet de faire d'autres choses, ben c'est sûr que le plus simple le workflow avec le drone peut être, bien, le moins de temps que tu passes sur le terrain, puis le plus tu passes en analyse de données, ce qui est là où est-ce que t'es rentable dans un sens, ça, on va se le dire. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour aller vers des solutions faciles d'utilisation. Souvent, je trouve que on va souvent essayer de se complexifier la vie. Il faut aller chercher trop de... C'est ça, des fois, tu veux avoir... T'as pas des projets, là, mais... Tu veux avoir les meilleurs specs. Mais après, c'est à quel coût que tu peux aller chercher ces specs-là. Pas juste financier, mais aussi en termes de facilité d'utilisation. Si finalement tu passes 4 heures de plus sur le terrain parce que l'acquisition est vraiment plus compliquée, ben t'es pas nécessairement gagnant. Non, exact. Ou bien justement, tu passes une journée de plus en traitement parce que ton programme ne te laisse pas faire ci ou ça. Je veux dire, l'autre affaire, c'est que plus tu as de résolution, plus ça va être long de traiter au traitement, finalement. Oui, tu vas avoir plus de données, tu vas avoir plus de précision, mais c'est ça que c'est quand même un enjeu. Puis on parlait tantôt des fonctionnalités pour les modélisations de bâtiments avec le Smart 3D. Je sais que c'est un peu décousu, on passe d'un peu de partout, mais il faut qu'on revienne là-dessus parce que c'est pas juste une affaire pour les bâtiments. Là. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, je veux dire, tu peux à peu près utiliser cette fonctionnalité-là pour à peu près tout. Ce qui s'applique à ça, dans un sens où est-ce que si tu as une mine, je veux dire, parce que du côté des bâtiments, ça monte par en haut, l'obstacle. Tu pourrais le faire. Une pile ou quelque chose. Là, pas nécessairement pour un calcul de volume, mais plus, mettons, pour du côté des falaises dans les mines. Ça, je serais curieux de le tester. Je peux pas te dire que ça fonctionne comme ça. J'aurais tendance à penser que ça pourrait fonctionner, mais tu vois, on prendra le temps de l'essayer, mais c'est ça. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, du côté maintenant du prix de cette machine-là, écoutez, tu sais, c'est quand même encore là, DJI nous arrive avec une solution très performante. Puis surtout en termes de prix par performance, fait que le ratio, c'était très dur à battre. Là. Donc on est d'environ dans les prix des Mavic 3 Enterprise lors de la sortie. Fait que c'est à peu près dans le coin de 7000 à 7500 pour un équipement comme ça, donc l'Enterprise avec les batteries. Puis après ça, du côté du thermal, on est plus dans le 9500 avec les batteries. Ça vient avec une batterie. C'est ça. Fait que le kit de base vient avec une batterie. On a le case que tu as à côté de toi, qui est un case un petit peu différent du Mavic 3, un petit peu plus gros pour accommoder là, le drone qui est un petit peu plus gros, les batteries qui sont un petit peu plus grosses, la grosse manette aussi. Bien évidemment, on a la RC2, on a une batterie, on a le chargeur multi-batterie, on a des hélices de rechange. Ils en ont donné pas plus. Puis c'est ça. Fait que tu sais, quand même, on a une belle valeur. Puis en plus, on a la garantie SP+ là-dessus.
Fait que tu sais, pour à peu près 6500, 7000, dépendant de combien de batteries vous prenez avec le drone, là, vous allez être capable de vous sortir avec un kit pas mal complet, je vous dirais. Tu sais, normalement, nous autres, ce qu'on va recommander, c'est environ 4 batteries, mais dans le case, j'ai checké, tu peux en rentrer jusqu'à 6 batteries. Tu as 5 places pour des batteries individuelles, puis tu peux en mettre une dans le drone. Donc, normalement, là, tu pourrais en fitter environ 6. Puis après ça, c'est ça, comme je disais, avec une matrice 4 thermale, on va être dans le coin de 9 000 à 10 000 là, avec les batteries, tout ça. Mais c'est quand même une belle valeur pour le kit. Là, depuis tantôt, on tease la DRTK3. Là, on a parlé beaucoup des drones. On s'en va vers là. Parce que là, c'est là où est-ce qu'on va comprendre un peu toute l'imbrication un peu de cette solution-là. Effectivement. On va dire, on peut commencer par souligner les défauts de la DRTK2. Ouais, je pense qu'on peut faire ça, effectivement. Je pense que c'est un update qui était attendu depuis longtemps. Passer de... En fait, la DRTK2 venait avec plusieurs promesses qui n'ont pas été achevées, dont la possibilité de l'utiliser en mode mobile, pour substituer le GPS qu'on doit tout le temps traîner. Là, on est là avec notre Leica, notre Trimble, puis ça coûte cher, puis c'est beaucoup d'équipement, puis tout ça. C'est jamais venu. On était censé pouvoir le connecter avec un cellulaire. Ben oui. Puis, il avait même mis la vis pour venir mettre la tâche. Dans les versions subséquentes, après, ils ont enlevé des ports. Non, finalement, on le fera pas. On le fera pas. On va couper ses coûts de production, on va les enlever. C'est ça. Puis, tu sais, quelques irritants aussi. Tu sais, le fait que tu peux pas monter le pôle sur un trépied standard de pôle de GPS normal. Tu sais, en plus, la base venait sur le fameux tube de carbone pour mettre la batterie, puis qui se monte avec une... Tu sais, c'était gros pour rien. Oui, puis même les WB37 dedans, tu sais, je veux dire, c'est les mêmes batteries que dans ta manette, mais là... c'était pratique pour ça. Ouais, mais après ça, tu peux même pas le brancher. Tu peux pas le brancher. Ben, tu sais, ça te prenait comme un adaptateur qui vendait pas vraiment, mais qui vendait... Ben, vois-tu, moi, je l'ai jamais utilisé. Je savais même pas que moi, je sais qu'on en a eu un moment, puis... Je suis pas mal sûr qu'il y avait personne qui savait que ça se vendait. Non, c'est ça, parce que le workflow terrain, t'arrives puis tu veux changer de batterie, fait que là, il faut que tu resets ta base. Là, t'es en train de faire un gros relevé. Là, il faut que tu finisses tout ça, il faut que tu fermes tout ça, là, que tu restartes. C'était effectivement, tu sais, il y avait des gros problèmes. Puis même au niveau juste de la conception, tu sais, c'était un pôle propriétaire, tu sais, avec un diamètre, une petite douille. Tout était fait pour est-ce que tu avais besoin absolument du kit de DJI, DRTK2. Au lieu de miser sur comme on va faire un produit qui est tellement parfait que tu vas vouloir le choisir à la place d'un autre, ben c'était plutôt... On va te faire un produit que tu n'as juste pas le choix d'utiliser. Ouais, ben c'est ça, surtout avec le LiDAR, tu sais, qui était comme... Ça te prenait absolument quasiment le DRTK2. Tu sais, oui, tu pouvais travailler en PPK, tout ça, mais c'est quand même pas... c'était pas super simple. Surtout avec le L1, le premier workflow, LiDAR était vraiment très... Puis tu sais, ça c'est en soulignant aussi le fait que la DRTK2 pour être la version globale pour tout le monde, on était en WGS 84 absolument, fait que là il fallait tout le temps que tu fasses tes conversions, etc. Tu sais, le workflow il améliorait quand même la vie des gens dans certains scénarios, mais c'était effectivement pas parfait. Au final, quand tu es habitué, ça se fait super bien. C'est juste ta façon de faire de cette façon-là, que tu vis avec les petits irritants. C'est ça. Mais ça fonctionnait bien pareil. C'était pas un... C'était peut-être un game changer dans le sens que ça te permettait de faire beaucoup plus pour peut-être moins d'argent. Faut pas oublier que c'est sorti dans le temps du Phantom 4. C'est ça aussi l'affaire. Le Matrice 210, Phantom 4, je veux dire, c'est il y a 5-6 ans. Puis ça, je voulais aussi le mentionner, là, ça fait aussi juste 5-6 ans. Là. Moi, tu regardes le Phantom 4. Le Phantom 4 est sorti beaucoup avant. Mais quand même. Tu vois la technologie, comment ça évolue vite. Pas juste le hardware, là, tout ce qui est la programmation, l'algorithme derrière. En tout cas, j'en reviens pas. Mais... Non, c'est vrai que ça évolue à une vitesse exponentielle. Puis tu sais, c'est ça. On le dit souvent chez Drone Expert, à un certain point, les drones, faut voir ça comme un outil qui vient nous aider.
Faut voir ça effectivement comme un investissement, mais c'est sûr que ça va tellement vite que dans pas long, il va en sortir un autre qui va avoir toutes les nouvelles fonctionnalités que ça te prend absolument pour ta job, puis t'es pogné pour le changer. Mais là, pour l'instant, le game changer, c'est la DRTK3 qui arrive avec 3 modes différents. Ça, c'est... Pas des modes comme on les voyait sur la DRTK2, parce que ça te peut juste te permettre de l'utiliser avec tel ou tel drone. Non, 3 modes qui te permettent d'utiliser le même drone, mais avec des fonctionnalités différentes. Ah, ça, c'est capoté, fait ça. Tu as la base de correction standard d'RTK. Tu as le mode Rover qui est, honnêtement, ça, on n'a pas encore fini de l'expertiser, mais ça te permet de substituer finalement ton GPS, les cas. Ouais, puis ça, on va faire une étude de cas pour comparer justement entre notre GS14 puis le DRTK3. C'est juste pour donner une idée aux gens de comme ça ressemble à quoi là, au niveau précision puis tout ça, parce que c'est sûr que les gens vont avoir des questions. Ça marche sur quel système de coordonnées? C'est quoi la précision? C'est quoi aussi la répétabilité de la précision? Si tu reprends un point ici, tu t'en vas reprendre un point là-bas puis tu reviens prendre le même point, il va-tu avoir une marge d'erreur? C'est le genre de test qu'on veut faire. Moi, j'ai mes appréhensions. On a des besoins de précision pour certains relevés, d'autres, on peut plus de tolérance. Fait que, on veut voir où la limite. Quand on part pour tel job, on prend tel équipement. Ou, écoute, la précision est parfaite. Si ont réussi à scorer gros puis à aller chercher une précision similaire à un Leica, j'ai des nouvelles pour nos amis qui utilisent des Leica, je veux dire, ou même des Trimble. Je veux dire, si DJI a réussi ce pari-là, je veux dire, c'est 2900$ le DRTK3, tout équipé. Ben oui, c'est ça. 2900$. Vous avez le trépied, puis la base. Puis en plus, ça connecte avec les drones. Fait que sérieusement, on se doute que DJI s'en va vers là. Puis même aussi, l'autre chose, c'est que comme on disait, le DRTK2 a tellement duré longtemps que ça, c'est un produit qu'on peut s'attendre qui va perdurer dans le temps pour une couple de générations. C'est future-proof un peu. Tu le vois dans la conception, c'est rigide, c'est de la forme d'aluminium. C'est lourd assez. Hein? La POC, là, je l'ai pris, elle est toute petite, mais elle a une avec bonne... les heatsinks pour dissiper la chaleur, puis... Il y a comme 4 antennes. Puis tu sais, l'autre chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que c'est sur un pôle un peu universel. Fait que tu sais, vous avez votre trépied, vous avez vos équipements. Tu prends le DRTK3, tu viens le visser sur le dessus de ton équipement. Fait qu'ultimement, si tu veux pas acheter le kit de trépied, puis... coûte encore moins cher. C'est 2400. C'est ça. Mais ceci dit, le trépied est très bien fait. Oui, mais ça aussi... Moi, je l'ai trouvé vraiment hot. Là. En fait, le trépied, c'est tel que tel, mais le pôle avec il est télescopique avec les index aux 20 cm, puis tout est super fluide, c'est un petit bouton bien simple. Mais même le trépied, il est meilleur que le DRTK2 parce que le DRTK2, c'était comme les vis, puis il était très basse. Fallait comme tu te penches, puis là, il fallait que tu le tiennes. C'est pas que j'aime pas me pencher, mais c'était un peu moins facile, mettons, de le setuper correctement. Les petits micros d'ajustement à la fin là, pour bien le buller. Il était talent un peu. Versus le DRTK3, les clenches ont été mis plus haut, plus proche de où est-ce que tu fais. Il y a les deux. Tu peux faire ton setup pour sortir tes pieds peut-être à mi-hauteur, puis ensuite raffiner. Tu peux tout faire ça au niveau où ça se connecte à la base. Puis au niveau où tu as la bulle aussi. Là. Fait que c'est très facile d'être concentré et de bien te buller. Ça, c'est un détail. C'est pas le gros game changer. Non, je suis bien d'accord. Le gros game changer, c'est la possibilité de l'utiliser en mode rover, mais aussi en mode relais. En mode relais. Là, le relais, ça, c'est assez hot. Oui, ça te permet, on va dire... on pourrait quasiment l'appeler en mode base plus. Oui, ben effectivement. Là, je veux dire, c'est pas une séquence de relais qu'on peut créer comme peut-être les vidéos. Au début, on pensait que ça allait être ça. Ouais, ça te permet d'enligner plusieurs bases l'une après l'autre puis de faire du comme 150 km. C'est sûr que la limitation avec les batteries, tout ça, puis la portée visuelle, mais quand même, on se disait peut-être que justement, on va aller vers là où est-ce que tu vas pouvoir en utiliser 2-3 puis te faire un genre de réseau. Parce que je disais, mettons, 150 km parce que avec, mettons, des drones comme des drones à gaz, mettons. Là, tu peux aller pas mal plus loin. Techniquement, tu vas à 76 km/h avec un Mavic, 21 mètres secondes, c'est environ ça. Là. C'est ça. Fait que si tu voles pendant 1 heure, tu vas faire 64 km. C'est ça. Le BBLOS peut permettre aussi de dire, regarde, j'ai un pilote ici, j'ai un pilote à comme 55 km par là-bas, puis je l'atterris là pour me charger de batterie. Bref.
toutes des choses c'est le possible. Est-ce que c'est utile? On ne sait pas, mais ça pour dire, la DRTK3 en mode relais, ce que ça fait, c'est que ça switch du mode base, où ce que la base parle au drone, puis la manette parle au drone, donc les deux parlent au drone, à un mode où ce que... En fait, la manette parle à la base, puis la base parle au drone. Donc là, si justement la distance entre la manette et le drone est rendue trop importante que tu n'aurais plus de signal, mais là, le relais finalement devient en fait ta base RTK. Puis il enregistre encore les données RTK de correction. C'est ça. Puis il leur pitch à la manette finalement. Puis le feed vidéo passe par la DRTK3 pour te repitcher à la manette. Fait que là, tu vois que ton relevé est encore en train de se passer bien, tout ça. Normalement, tu sais, à un moment où avec la DRTK2, tu perdrais la connexion de la correction, ben là, tu conserves la correction et ça te permet d'aller chercher ton feed vidéo encore plus loin. Ouais. Alors ça, c'est vraiment bien pour les gens qui travaillent dans des environnements, justement, où est-ce qu'il y a peut-être des enjeux de portée avec des arbres. Ou pas accès à la route. Ou, des genres de choses comme ça. Des lignes électriques là, qui vont vraiment loin, n'importe quoi. Là, ouais. Peut-être t'avais un client là, qui avait un projet. Ouais, ben c'est ça. Écoute, effectivement, j'avais un client qui avait un projet dans une grosse jungle. Là, puis bon, effectivement, le projet est très complexe en termes opérationnels. Puis effectivement, là, dans son cas, on a une grosse zone à couvrir. Il y a beaucoup de végétation, donc ça bloque le signal. Ça te permet d'aller chercher, mettons, ton point le plus haut. Ouais, c'est ça. Si toi, ton point de contrôle, ta manette se rend là. Ton poste de contrôle est sur le bord de la berge. Puis, parce que c'est le seul endroit où tu peux décoller, mettons. C'est ça. Puis tu as un équipement plus lourd sur place, puis tout ça. Ben, là, ça te permet de traverser une montagne, puis de continuer à avoir ton fil vidéo, puis de la correction RTK. Ah non, c'est vraiment un game changer de ce côté-là. Vraiment. Puis tu sais, bon, on dit ça depuis tantôt, effectivement. Overall, le drone est effectivement une nouvelle ère. Ce qu'on peut remarquer, là, c'est qu'effectivement, on rentre dans la gamme de prononciation 4, dans le sens où est-ce que on avait le Mavic 3, le Matrice 30, le Matrice 300, 350, on était toujours dans le 3. Là, on commence avec une nouvelle génération, une nouvelle gamme de produits, la DRTK3, la communication, bien sûr, entre ces deux systèmes-là. On n'a pas parlé, mais la portée, bien évidemment, du côté de la DRTK3 est améliorée. Ben, il parle de 25 km sur les standards nord-américains. Ouais, fait que ça, on parle de... C'est 10 km de plus que ce qu'on était annoncé avec la DRTK2. On va se le dire, la DRTK2, tu allais à 2-3 km max. Là, On n'a pas testé la portée max avec la nouvelle DRTK3, mais on peut s'attendre. Déjà, il y a des antennes dessus, là, des antennes physiques. Là, fait que déjà là, c'est sûr que c'est mieux. Là. Ouais. Ah non, c'est certain que ça va être pas mal plus performant. Comme je disais, donc le DRTK3 dans le coin de 2900$, si on prend en considération qu'un Mavic 3, Matrice 4, Enterprise, il est dans le coin de 7000$, on va avoir un kit dans le coin de 10-11 000$. DRTK, on va avoir justement le drone, puis les batteries. Fait que là, on est vraiment full equip pour ce prix-là. S'il nous manque juste un logiciel de traitement, on peut y aller avec DJI de Terra dans sa déclinaison Pro dans le coin de 5800. Fait que pour un 16 000... Hein? 5800, c'est perpétuel. Ouais, c'est perpétuel. Ouais, fait que, tu sais, avec un kit comme ça, dans le coin de 16 000$, on est full equip pour faire de la carto. On peut même faire des calculs de volume là, dans DJI Terra. Un basic. Là, basic, mais ça fait quand même le travail pour certains projets. Fait que, tu sais, sérieusement, c'est une solution super abordable, très performante. Je voulais peut-être, pour finir un peu là, la discussion, parce qu'on a parlé beaucoup au niveau hardware, tout ça, on a nommé quelques use cases. Je voudrais peut-être juste qu'on finisse la discussion en parlant de quelques use cases qu'on a observés là, qui vont pouvoir bénéficier de ça. Ben, on parlait de panneaux solaires il y a quelques jours. C'est aussi niaiseux que comme le Smart 3D pourrait peut-être te permettre de
d'aller inspecter le dessous des panneaux solaires. T'sais. Tout dépendant de la distance, puis de l'overlap, puis on jase, là, on n'a pas testé. Des choses qu'on peut tester, là, mais honnêtement, si on était capable de faire un relevé comme ça qui te permet de faire des lignes de vol avec la caméra montée un petit peu en thermal. On parlait aussi d'éoliennes, de tout ce qui est inspection de pylônes. Je veux dire, c'est sûr que les pylônes, il y a l'enjeu justement du magnétique, puis tout ça, mais théoriquement, tu as une structure complexe à inspecter. Ah, puis c'est ça. La fonctionnalité de la caméra qui est le fun pour ça, c'est le zoom, premièrement, mais la stabilisation. Avec le rangefinder. Avec le rangefinder, parce que tu vas avoir la région d'intérêt en premier plan. Puis, vu que tu es vraiment, vraiment loin puis que tu es zoomé très, très gros avec un petit drone, théoriquement, il y a une certaine vibration qui est créée. Le drone compense. Ah, ça, c'est capoté. Puis là, tu vas voir le background bouger, mais tu vas voir l'objet en premier plan être complètement immobile, puis tu vas être super net. Fait que, pour les gens dans l'énergie, ça, c'est effectivement deux machines. Principalement, le Mavic Matrice 4, thermal va être vraiment un game changer pour eux. Autant bien pour les pylônes, les éoliennes, les parcs solaires. Du côté du Matrice 4E, on pourrait voir aussi peut-être l'inspection de cracks dans le béton. Si on fait une modélisation à 1 mètre avec le Smart 3D. Oui, ça, c'est définitivement quelque chose qu'on veut tester, mais ça serait potentiellement un game changer où est-ce qu'on serait capable d'aller chercher une bonne précision. Bien sûr, c'est toutes des choses qu'on vient d'avoir l'appareil, on a toutes des belles idées, puis on veut essayer ça. Mais je pense que l'industrie aussi va peut-être justement commencer à développer des nouvelles méthodes avec cet appareil-là. Fait que, dans le secteur de l'énergie, on voit ces nouvelles possibilités-là. Dans le secteur de l'arpentage, bien évidemment, là, avec, comme on parlait, les smart obliques, on va pouvoir aller plus vite. Bien évidemment, le RTK, gros game changer de leur côté aussi pour tout ce qui est de la précision. Dans le secteur, après ça, de la sécurité publique, on en a parlé rapidement tantôt, mais là, caméra night vision, donc bien évidemment, recherche et sauvetage en forêt complètement amélioré, avec les accessoires aussi. Du côté maintenant de l'inspection thermique puis de l'inspection en général avec le rangefinder, avec les possibilités de calcul de superficie, il y a peut-être des choses qu'on peut faire là aussi. Bien évidemment, le Smart 3D encore là qui peut nous permettre de faire une modélisation 3D à place de faire des inspections où est-ce qu'on check des photos indépendamment. Là, tu regardes le bâtiment, tu sais exactement que c'est telle façade qui est sur telle rue, puis tu sais que c'est telle unité parce que tu vois en fait l'ensemble de l'œuvre. Fait que pour le client aussi, peut-être le livrable peut être mieux. Sinon, tu penses-tu à d'autres use cases qu'on peut voir? Je pense que en fait, j'ai comme l'impression que c'est un peu limitless. Là, on pourrait en parler pendant assez longtemps. Je veux dire, à un moment donné, on peut imaginer plein d'affaires. Moi, je suis juste avoir d'informations supplémentaires. Je veux dire, on l'expertise tranquillement pas vite. On veut tester dans toutes sortes de scénarios. J'aimerais ça dire que on l'a tout essayé, mais c'est pas vrai. Là. C'est sûr qu'on en apprend une journée aussi pour voler, on est l'hiver. C'est ça. On apprend bien des gens qui viennent nous voir et qui nous partagent qu'est-ce qu'ils font avec tel ou tel drone. Puis on apprécie toujours ça. Quand même, mon Dieu, j'avais jamais pensé à ça. C'est un drone qui ouvre la porte à ce genre de surprise-là. C'est aussi, des fois, si vous avez justement un besoin puis que vous voulez savoir si le drone réalise telle chose, écrivez-nous justement dans les commentaires ou envoyez-nous un courriel. Puis, si on a assez de demandes pour expertiser un tel secteur, ça va peut-être nous inciter justement à prendre du temps, aller l'essayer, puis publier les résultats pour vous permettre de voir justement si l'appareil A, B ou C serait le mieux adapté. Là. Non, c'est ça. C'est le but du département d'expertise. Fait que super. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. On a fait pas mal le tour. Je conclurais peut-être sur une espèce de mystère que j'ai lu à quelque part qu'il y a possibilité de monter une base d'RTK3 sur un M300. OK. Puis d'aller faire voler ça pour pouvoir suivre le drone, et puis repitcher le vidéo. Bien sûr, tu n'auras pas ta correction RTK, mais d'avoir le vidéo filé. Ça serait peut-être pas... C'est vrai comique, que quand tu y penses, c'est peut-être possible. Mais il ne faut pas qu'à un certain moment donné, c'est que si ton RC2, il ne communique plus avec ta base d'RTK3.
il faut que tu... Mais mettons dans un scénario de Search and Rescue, c'est vrai tu arrives sur place, tu n'as pas le temps d'aller installer une base RTK sur le top de la montagne, puis c'est la nuit, puis n'importe quoi, mais tu lèves le M350 juste pour être capable d'avoir une transmission passée la montagne, tu sais. Ben, c'est ça, parce que aussi, ce qui est étonnant, c'est que les nouvelles fonctionnalités de relais puis de rover sont juste disponibles sur les nouveaux drones. Là, je pense que c'est ça que j'avais vu. Fait que, tu peux quand même utiliser la DRTK3 avec... Oui, ils sont compatibles. Ils sont compatibles, mais en base station normalement. Il faut que tu fasses encore le workflow de corriger la position de la DRTK3 manuellement. Alors que si tu l'utilises avec les nouveaux drones, vu que la manette est linkée avec la DRTK3, puis qu'elle peut switcher en mode rover juste pour prendre sa position en mode base, ben là, ça se fait tout seul, le workflow est amélioré, mais effectivement, c'est compatible. Là. Mais c'est ça, fait que là, tu pourrais... C'est pour ça que je disais que tu pourrais effectivement pas utiliser le 300, mais tu pourrais potentiellement, comme tu dis, peut-être développer un kit pour monter l'antenne. Écoutez, ça va être de quoi? Ça va être de quoi que l'industrie va s'occuper de faire ces beaux tests-là, puis on va regarder ça aller. Je pense qu'on a une belle année devant nous en termes de tests, en termes de développer des nouvelles expertises. Fait que, merci d'avoir écouté ce podcast. C'était donc David et Frédéric. De chez Drone Expert. Ouais, de chez Drone Expert. Puis on vous dit à la prochaine. Merci. Merci. Bye.